avez soulevé la transformation que peut subir un dispositif didactique dans un contexte d'enseignement-apprentissage. Et là, nous avons vu que les traces des élèves, des efforts en l'occurrence, peuvent changer et peut être interpréter la formulation de forme d'enseignement quelque part l'imprévu et finalisation à réinterroger la place que pouvait occuper l'archi-élève dans la construction du dispositif didactique et puis l'archi-élève qui croise aussi l'architecte qui invite l'élève à éduquer son regard et à lire autrement le texte sur l'écran. Ce sont des questions passionnantes et je pense qu'on pourrait vous inviter à une conférence sur archi-élève et comment le dispositif peut être interprété infiniment dans un contexte d'enseignement-apprentissage. Donc sans plus tarder, je cède la parole à l'audience. Peut-être l'interaction. Merci pour la présentation. Ah oui, ça continue après 2028, on espère bien. Mais quand même, accueillir la recherche internationale ici au Maroc, c'est trop bien. Oui. Merci pour cette intervention très riche en matière de concepts, en réflexion autour du mot, du terme dispositif, parce que c'est vrai que c'est un terme qui mérite d'être explicité davantage. Et là, en fait, ce que j'ai compris de votre intervention, c'est que donc le terme dispositif, il est à concevoir non pas comme un objet statique, mais comme un objet mouvant. Exactement. Donc, un objet qui peut par exemple prendre l'essence, un continuum, Tout à fait. Un continuum qui se construit dans l'interaction entre l'élève et le texte, l'objet enseignant. Tout à fait ça. C'est le corps à corps avec les élèves qui fait bouger le dispositif. Tout à fait. Donc, dans le dispositif, on peut trouver d'autres dispositifs, d'autres manières pour manipuler le dispositif. Donc, c'est interminable. C'est interminable. Mais c'est génial. Mais c'est en même temps très créatif. Oui. Il me semble que c'est ça que ça met en évidence. C'est que l'enseignant de demain, d'aujourd'hui, doit pouvoir s'emparer de cette dynamique-là pour justement aussi suivre ses élèves, accepter ce corps à corps, et puis bien sûr les contextes mouvants dans lesquels nous allons aujourd'hui de manière irrémédiable. Effectivement, parce que c'est ce qui pose problème dans l'enseignement ici au Maroc. On prend les choses telles qu'elles sont. Le mot dispositif, donc c'est un objet qui ne peut être, par exemple, exposé à un changement de quelque nature qu'il soit. Merci infiniment. Je vous en prie. Vous êtes déjà ailleurs, me semble-t-il. D'autres interventions? Étudiants. Alors bonjour. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre intervention riche. Alors j'aimerais revenir sur la question de la consigne et comment peut-elle être envisagée comme un outil didactique qui structure justement le dispositif. Alors vous avez explicité la consigne au cœur de votre dispositif, le dispositif d'effraction. Alors j'aimerais savoir comment l'enseignant peut se servir de cette consigne-là pour structurer le dispositif, pour le rendre plus vivant et pour justement participer justement à la construction à la fois, comme vous l'avez mentionné, l'activité créative de l'élève, mais aussi sa réflexion et sa posture réflexive. Merci beaucoup. Ouais. Évidemment, votre comment, alors c'est toujours un peu délicat de vous répondre comment, comme baguette magique et tout va bien.
J'ai l'impression que dans votre question, je pourrais la reformuler de la manière suivante. Donc la consigne comme un des éléments du dispositif, mais de manière plus précise encore, un des éléments clés de l'outil par lequel je mets à disposition des élèves un objet, un SAA, on est bien là-dedans. Donc comment, du coup, amener des enseignants à une posture, voilà, c'est le terme, peut-être pour rebondir sur la question de votre collègue précédemment, pour être suffisamment créatif et accepter dans ce corps à corps avec les élèves un retour sur sa propre consigne ou son propre outil. Il me semble que c'est ça que vous préconisez dans votre question, c'est comment parvenir à on pourrait appeler ça une souplesse d'esprit, esprit critique, etc. Moi j'ai envie de dire tout simplement enseignement au sens fort du terme, c'est-à-dire considérer qu'enseigner, c'est mettre à disposition un objet à enseigner à travers des outils mouvants que je laisse ouvert d'emblée parce que l'archilève que j'ai dans la tête est toujours en partie un couplet fait qui ne tient pas forcément compte justement de toutes les réactions. Mais éduquer son esprit d'enseignant à cet archi-élève ouvert, au lieu d'avoir en tête une espèce d'élève qui sera toujours déprécié en disant de toute façon les élèves aujourd'hui ne savent rien faire, ils sont paresseux sur ceci, sur cela. Bref, on a tous un élève en fait qui est toujours en dessous de ce qu'il peut donner. Donc peut-être qu'il faut commencer par là, si vous voulez, cette espèce de travail sur soi dans cette représentation que j'appellerais donc qui est agissante, que nous avons nommé archi, élève, arcane, commander, travailler, faire travailler. Arcane, ça veut dire ça, ça veut dire un élève qui me fait travailler, c'est-à-dire un élève qui m'oblige à être inventif, créatif et à essayer de trouver forcément des solutions en écoutant peut-être justement cet élève réel qui, lui, va résister à la solution que je lui propose. Acceptez ça, c'est ça votre questionnement. C'est quels outils conceptuels aussi, archi-élève, je peux, à partir desquels je peux construire cette souplesse, cette ouverture d'esprit, appelez-la comme vous voulez, mais moi j'ai envie de dire, ça devrait être ça le métier d'enseignant, à vrai dire. La dernière intervention. Alors, bonjour. Je suis Sarah, étudiante ici en master didactique du français à la USE. Je tiens d'abord à vous remercier pour la clarté de votre intervention. Ma question repose un peu sur la dimension psycho-affective, une petite pertinence éthique. Comment se rassurer des thèmes choisis lors de l'élaboration du dispositif, où le choix des supports textuels pronostique surtout, c'est-à-dire la consigne du dessin, m'amène à me demander si je suis en train de biaiser un peu une sorte d'inégalité des vécus, surtout que le dispositif devra être inclusif. Merci. Très très bonne question. Ouais. C'est une question politique. Alors c'est sûr que le cadeau là, et puis l'histoire elle-même qui raconte un mensonge d'adulte quand même. Donc comment on fait avec ça? Alors le pari, c'est on peut absolument tout lire, tout. Donc je n'ai aucun problème avec ces thématiques, pour autant que j'ai bien en tête la portée du dispositif comme un élément qui médie le rapport au texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai en face de moi un élève qui me dit « Mais c'est quoi cette histoire de cadeau? Moi qui n'ai jamais reçu, c'est quoi ça ?» Évidemment que son geste de lecteur indigné, il est une attitude de lecteur tout à fait légitime. Donc cette parole qui s'exprime à propos de cet exercice anodin,
sens que c'est ça que votre question interroge, je dois m'emparer de cette question, pas pour dire que c'est problématique, mais pour dire que son attitude de lecteur est un acte éminemment axiologique où les valeurs qu'il a convoquées pour s'exprimer sont précisément ce que cherche la littérature. La littérature, c'est son boulot, de faire bouger l'axiologie du lecteur pour dire « Est-ce que tu es d'accord avec ça ? C'est quoi ce papa qui n'apporte un cadeau par année ?» Mais il y a des réponses d'enfants extraordinaires qui disent « Mais moi, dans toutes les cases, j'ai mis 2021, 2023, 2022, 2023, 2024. Pourquoi il a mis ça dans les cases ? Pour répondre à la question que vous posez, à savoir la frustration de n'avoir qu'un cadeau par année d'un papa qui est jamais là. Oui. Ouais. Donc oui, il faut pour moi, c'est pas un problème, au contraire. Mais pour autant qu'on ait accepté aussi cette interface que représente l'outil, un outil qui doit permettre justement une réaction à corps et donc clarifier aussi une posture de lecteur, par exemple. C'est le sujet lecteur qui est en question dans son intégralité Tout à fait. psychique, affective, etc. Tout à fait.